a dépensé presque plus de 200 000 euros en R&D. Waouh! Ah ouais, non, 200 000 euros. quand je dis un gros projet, c'est un gros projet. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui sur Exfabrica? On va faire un peu plus d'1,8 million l'année dernière. Avant de commencer le podcast, 1 minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les OPCO, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un coup d'œil non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissé les participants sur mon site lilianalvarez.com. Vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociation de bonus, de négociation de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 cas par an, de lancement en freelance en moins de 2 semaines. Bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. La page publicité est terminée. Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Julien Lefebvre, CEO de Exfabrica et architecte full stack. Salut Lilian. Salut Julien, comment vas-tu? Super bien, je suis content, ravi de pouvoir échanger un petit peu avec toi. C'est un honneur. Bon, n'exagérons rien. Merci, quand même. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc Julien Lefebvre, je suis CEO d'Exfabrica. Je suis un amoureux du web, voilà, c'est ça qui me drive. Je fais du développement d'applications digitales depuis plus de 22 ans, etc. En fait, je suis tombé dans l'informatique quand j'étais petit. Vraiment petit, genre CM2, je commençais, mon père a amené un PC et je me suis mis un petit peu à trifouiller des choses dessus, découvrir le basique ou ce genre de choses dessus, c'était énorme. Faire du basique sur Amstrad ou faire du shell faire du CGI non, c'était du scripting, voilà, sur PC, etc. Voilà, j'adore ça, en fait. Et en fait, j'ai récemment, il y a un peu plus de 2 ans, je me suis associé avec trois amis qui sont des gars qui sont encore plus forts que moi, qui sont exceptionnels. Et on a monté Exfabrica ensemble. Voilà. Et en fait, on essaye de faire ce qu'on aime le plus faire, c'est-à-dire développer des applications. Et on essaie de le faire pour différentes sociétés. Donc on est une sorte de SN SS2I, mais on a quand même une approche assez atypique et assez moderne qui fait que à plein d'égards, on n'est pas une ESN SS2I tout en étant ça. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui sur Exfabrica, nombre d'employés, chiffre d'affaires si tu as le droit d'en parler, nombre de clients, qu'on ait une idée, tu vois, voilà, en chiffres, qu'est-ce que ça représente Exfabrica? Oui, pas de souci. Alors, je sais pas, je crois que j'ai peut-être pas le droit de parler du chiffre d'affaires, mais c'est pas très grave, en fait. On va faire un peu plus d'1,8 million l'année dernière. C'est notre première année complète, donc 2021. 2020, on n'avait fait qu'une moitié d'année, donc elle n'est pas forcément représentative. Donc, on a embauché 9 personnes l'année dernière. On est à peu près 16 aujourd'hui. On a 2 personnes qui arrivent là en janvier, donc ça commence à être très très sympa en peu de temps parce que ça officiellement c'est juin 2020, donc 1 an et demi avec Exfabrica. C'est incroyable. Ouais, ça pousse bien. Ouais. On s'y attendait pas. En fait, pour dire les choses, c'était pas prévu. C'est un plan qui est parti en sucette, on sait pas comment. On a dit, purée, si on bosse super bien, fin 2020, on a la capacité à avoir notre premier employé. Fin 2021, on avait dit. Au bout d'1 an, on a la capacité à avoir notre premier employé, ça serait génial.
Bon, et il s'avère qu'aujourd'hui, on en a voilà, beaucoup plus. On a embauché 12 personnes, donc c'est pas anodin. Voilà, donc oui, 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 on bosse pour pas mal de clients, des clients assez gros. Ça peut être des grosses structures, des grosses boîtes qui ont des dizaines de milliers de personnes bien installées, etc. Ou des petites startups plus petites. On adore ça, faire le grand écart en fait. Bon, on va pas travailler non plus avec une toute petite entreprise parce qu'en fait on n'est pas assez, bon, on sera pas pertinent. Mais on aime bien travailler justement dans des contextes différents, avec des entreprises types différents, etc. Est-ce que aujourd'hui, vous avez une limite, une barre de budget client en dessous de laquelle vous vous dites bon, ben là on va pas être pertinent, ça sert à rien qu'on cherche à gagner ce client-là parce que en dessous de cette somme, finalement on va déployer un effort qui, au vu de notre structure, n'est pas rentable. C'est une bonne question. En fait, non, pas vraiment, mais en fait, oui. Donc c'est oui et non. Euh, je veux dire, c'est que un client qui vient nous voir pour dire j'ai besoin de développer une application mobile avec tout un back office et un site internet, etc., et que j'ai un budget de 20 000 euros, on sait pas faire. C'est pas notre approche. Nous, on intervient plutôt sur du custom en fait. On essaie de transcender, faire un produit et faire en sorte que le produit qu'on fait est capable de scaler derrière. C'est-à-dire, on est plutôt sur les startups qui viennent nous voir, c'est plutôt des startups qui ont des vraies ambitions derrière, qui ont besoin de scaler à l'international, ce genre de choses, et qui ont besoin de faire en sorte que le produit demain, quand il y aura des millions d'utilisateurs, il tienne quoi. Et donc du coup, avec 1 000 euros, tu fais pas un produit qui permet de faire ça. Par contre, on a des sociétés plus petites qui viennent nous voir pour des points très précis d'architecture ou techniquement avancés. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une offre chez nous qui s'appelle CTO as a Service. En fait, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des petites entreprises qui ont pas forcément de CTO et elles font appel à des sous-traitants et elles se font un peu malmener par ces sous-traitants ou un peu balader techniquement par ces sous-traitants. Et de temps en temps, elles manquent de prendre du recul et faire un vrai choix technique qui est impactant pour elles et qui sera intéressant pour le futur. Et là, on intervient plus sur justement, si tu as de service, c'est plus fait pour ça, des budgets plus restreints et vraiment du conseil très précis et très intéressant pour leur pérennité en fait. Ça m'intéresse particulièrement parce que je suis en train de développer justement une offre de conseil. Tu le sais bien puisqu'on a travaillé ensemble justement à cette occasion. Quelle est votre posture dans ce cas-là, dans le CTO as a Service? Comment est-ce que tu as un exemple, par exemple, est-ce que tu as un exemple de clients pour lesquels vous avez fourni ce CTO as a Service et quelle est la forme que cela a pris? Ah, alors en général, l'histoire et c'est marrant parce que l'histoire se répète toujours un tout petit peu. C'est-à-dire c'est un client qui est face à des difficultés. C'est par exemple, je dois sortir mon application absolument pour dans 2 semaines parce que j'ai un événement hyper important. Mon application elle marche pas, il y a plein de trucs qui marchent pas, j'arrive pas à déployer, il y a plein de trucs qui plantent, etc. Et il y a un problème d'ensemble en fait. Et donc du coup, il fait appel à nous parce que on a un bon niveau d'expertise sur énormément de technos différentes et on a quand même des gens chez nous qui sont très 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 capés. Et donc du coup, il commande à une sorte d'audit, analyse technique, etc. Et nous, on commence par ça. Et en général, quand on commence à ouvrir le carton, on découvre des trucs incroyables. Mais vraiment incroyables, genre des trucs qu'on voit nulle part, utiliser la mauvaise technologie sur le mauvais serveur, des trucs qu'on voit pas habituellement, parce que le prestataire il avait un développeur qui connaissait cette techno à ce moment-là, donc il utilisait cette techno, même si l'hébergement c'était pas un hébergement pour cette techno, etc. Genre faire tourner des applications Java sur du Windows, des trucs comme ça, des API Java sur du serveur Windows, on sait pas pourquoi. On voit des choses comme ça. Et donc, du coup, dans notre rapport, on explique, nous, on fait pas que remonter les problèmes, on explique toutes les pistes pour pouvoir mettre en place ces solutions et notamment tout ce qui est urgent à faire, puis après moyen terme, long terme, en fait, et surtout des choses qui brûlent. Et souvent, ce premier point crée un certain climat de confiance qui fait que derrière, il nous pose d'autres questions derrière et nous, ce qu'on dit, c'est que le mieux, enfin nous, ce qu'on propose dans ce cas-là, c'est d'avoir du CTO as a Service. CTO as a Service, le client, il commande un volume de jours pour une certaine période. En fonction du volume de jours de CTO as a Service, on lui fait un prix adapté, on va dire. Comment Et après,
Pardon? Comment est-ce que vous définissez le prix du CTO as a service? Alors pour le coup, on n'aime pas ça parce que nous on fonctionne jamais en jour homme et on fonctionne jamais en TJM et c'est la seule offre pour l'instant aujourd'hui où on est en TJM. Mais ça c'est quelque chose qu'on va changer dans le futur. Parce que nous on n'aime pas le TJM en fait. Je pense qu'on en reparlera parce que je pense qu'on aura des questions là-dessus. Mais nous on facture très très peu des jours hommes. Il y a que CTO as a service en fait. On a mis un prix en jour homme d'architecte SI classique, on va dire, qui permet de. C'est-à-dire, tu as une fourchette à nous donner? Ça va entre 800 et 1200. Voilà, ça va dépendre du contexte, de l'entreprise, du nombre de jours hommes qui sont commandés, de qui on doit aligner derrière, etc. Donc voilà, c'est autour de ça. Et en fait, nous, on essaie d'être hyper pertinent sur les jours qu'on passe, le temps qu'on passe, pour apporter le plus de valeur possible. En fait. Et en fait, éviter de faire un choix qui entraîne des grosses problématiques derrière, ou sortir l'épingle du pied les pins du pied. Je sais plus comment on dit. Je suis nul en expression, tu verras, je fais plein d'erreurs sur les expressions. Et qui fait que d'un seul coup, il y a tout qui se débloque, ça apporte beaucoup de valeur. En fait, on peut même de temps en temps détecter des vrais problèmes de sécurité ou remonter des choses qui devaient pas marcher, qui auraient mis beaucoup de temps aux équipes pour faire marcher, etc. Donc au final, on essaie d'être hyper sniper sur notre offre CTO as a service. De ce que je comprends, et corrige-moi si je me trompe, mais cette offre, quelque part, c'est presque un produit d'appel qui, lorsque vous allez identifier on va dire la clé de voûte, le problème vraiment technique auquel est confronté le client, vous allez apporter des pistes de solutions, voire même des solutions directement. Et suite à cela, potentiellement, le client va vous embaucher pour résoudre ces problèmes sur peut-être une enveloppe qui va être plus grande et qui fera peut-être plus sens pour vous. Alors, c'est pas exactement ça, mais je comprends ce que tu dis. CTO as a service, c'est le fait qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas les moyens d'avoir un CTO capé. Et surtout, même, il leur faudrait plusieurs CTO capés par rapport à leur problématique, parce que ils vont trouver un CTO qui est très très bon en développement d'appli, mais qui a beaucoup plus de mal dans le cloud, l'infra, ce genre de choses. Et c'est tellement large et tellement dur l'informatique, et c'est tellement essentiel maintenant pour les entreprises que c'est hyper dur d'avoir les moyens d'avoir des super CTO, on va dire. Et donc du coup, nous, ce qu'on propose, c'est d'apporter ça avec un volant de jour plus réduit qui fait que les entreprises sont capables de payer ce service. Parce que de ne pas avoir de CTO, de ne pas avoir quelqu'un qui travaille sur la stratégie IT de ce qu'il est en train de faire, ça fait que la stratégie part dans tous les sens. Et chaque développeur fait un peu sa vie, chaque prestataire qui intervient fait un peu sa vie par rapport à son problème, etc. Et on crée un truc du genre, on a une application dans une petite startup avec quelques modules à droite à gauche qui sont faits chacune dans des langages différents, avec une approche différente et qu'il y a pas de gestion de la sécurité globale, il n'y a pas de gestion de la scalabilité, etc. Enfin, tout ça, ça fonctionne pas. Et donc, du coup, nous, on aide sur ça. C'est-à-dire, avec quelques jours, de faire vraiment... Mais ça peut aller très loin, ça. On aide même sur des entretiens techniques pour qualifier les prestataires avec lesquels ils vont travailler. Parce que c'est pareil, c'est-à-dire, c'est hyper dur quand tu n'as pas de CTO chez toi, de dire, je vais travailler avec tel prestataire ou tel prestataire. Comment je peux voir, oui, commercialement, leur approche, leur façon de parler, etc. Mais techniquement, je suis pas capable de challenger. Nous, on apporte ça, on est capable de challenger. Après, de temps en temps, ça se transforme il y a un produit à créer, et forcément, il y a une grosse confiance, et nous, on peut créer le produit. Mais c'est pas forcément le but initial. Le but initial, c'est de faire en sorte que ça va pas partir complètement en sucette, et les choses vont être faites plutôt dans le bon sens, avec une vision dans le futur et à les aider sur les sujets qui leur font mal, quoi. Dans les notes qu'on a partagées avant le podcast, parce que oui, effectivement, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais il se passe des choses en début de podcast et en fin de podcast. Tu m'as dit, aujourd'hui, nous n'avons pas de commerciaux chez Exfabrica. Oui. Comment est-ce que vous faites, du coup, pour trouver vos clients aujourd'hui? Ah, bonne question.
En fait, alors initialement, on n'avait pas de commerciaux pour une raison, c'est qu'on voulait apprendre autour de ça. On voulait apprendre de comment on fait une proposition, comment on présente les choses avec un client, comment on essaie de vendre, etc. Donc, on voulait apprendre. C'est-à-dire, c'est hyper pour nous, les 4 associés, on est comme ça déjà, on est hyper curieux, on adore apprendre un milliard de choses. Et surtout, on pense que avant de pouvoir déléguer, il faut savoir quand même maîtriser un peu les choses. Parce que du coup, si demain on a un commercial, comment tu embauches un bon commercial adapté à ce que tu fais si tu maîtrises pas un petit peu toi-même. Et en fait, ça s'est un petit peu transformé en on kiffe de faire par nous-mêmes. Et donc du coup, jusqu'à maintenant, on utilisait beaucoup notre réseau. On a l'avantage, c'est qu'on est des vieux, parce que on a tous les 4 un peu plus de 20 ans d'expérience. Donc on connaît quand même pas mal de monde, on a croisé pas mal de personnes et pas mal de personnes sur des projets sur lesquels ça s'est super bien passé. Du coup, quand on les contacte, ils ont plutôt un a priori positif, on va dire. Et donc du coup, on contacte des gens, on leur parle de Exfabrica, on leur parle de ce qu'on fait, et de temps en temps, certaines personnes, ça leur parle, et ils ont des projets, et ils nous en parlent, et puis on essaye de se positionner. On les bouscule beaucoup, parce qu'on a une approche qui est pas du tout, on n'a jamais la même approche que les autres, parce qu'on est toujours au milieu d'autres propositions. D'ailleurs, on n'est jamais la seule société consultée. Et nous, on a toujours une proposition avec une méthodologie, une approche, un prix, une façon de faire complètement atypique. Donc ça les bouscule un petit peu, mais de temps en temps, ça marche pas, parce que de temps en temps, on est un peu trop cher. Ou de temps en temps, je sais pas, il y a eu pour d'autres raisons, on va dire. Mais la plupart du temps, ça marche en fait. La plupart du temps, ça marche. Et ça a permis de bien faire démarrer et croître Exfabrica. On a eu quelques personnes dans notre entourage qui nous ont fait confiance au début et qui nous ont vraiment aidé à bien faire décoller la machine. Et là, maintenant, on rentre dans une phase un peu plus délicate où on sent que le réseau et le réseau du réseau suffira pas. Il va falloir qu'on arrive à sortir de nos grottes et communiquer. C'est à un moment donné, il y a un bouquin qui s'appelle Montrer votre travail et qui a déjà expliqué ça. C'est important de montrer son expertise, montrer ce qu'on fait et d'essayer d'expliquer les choses, d'essayer d'expliquer pourquoi on est atypique, pourquoi on essaie de faire bouger un peu les lignes. Voilà, donc je pense qu'on va plus communiquer en 2022. Enfin, on a cette volonté-là, cette envie. Est-ce que vous avez identifié des axes, des canaux de communication, des stratégies marketing que vous dites, ok, on pourrait tenter ça, ça pourrait être pertinent au vu de notre positionnement aujourd'hui? Oui, je pense qu'on va essayer de communiquer sur LinkedIn. Déjà dans un premier temps. Pourquoi? Parce que en fait les décideurs ou les personnes qui seraient intéressées par ce qu'on fait sont sur LinkedIn. Et au final, il n'y a pas autant de personnes que ça qui communiquent sur LinkedIn. En fait, il y a beaucoup de gens qui lisent. Et ceux qui communiquent, en fait, sont pas forcément trop dans le monde du développement digital, en fait. On voit beaucoup de communicants naturels, des gens dans le marketing, etc., qui ont l'habitude de rédiger à longueur de journée, mais des techos moins, on va dire, et des SS2I moins. Il y en a quelques-unes, mais moins, on va dire. Donc il y a peut-être un moyen de toucher du monde, parce que quand on communique, d'un seul coup, les gens voient ce qu'on fait faire. Et je t'avoue que tu m'as titillé avec le podcast, en disant peut-être qu'un podcast, ça serait intéressant aussi. Moi, j'y crois depuis le début. Je voulais faire ça au démarrage d'Exfabrica. C'était impossible de faire ça en plus du reste, de recruter 12 personnes, de signer 15 projets, 15 clients, des trucs de fou, et d'essayer de faire tout suivre derrière. Et d'essayer de construire une boîte atypique aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traditionnelles. Je pense que le bureau comptable qui nous suit ne pourra pas dire le contraire, parce qu'à chaque fois on leur dit alors nous on voudrait faire comme ça, mais c'est possible,
Mais si, il faut trouver. Et donc je pense que c'est peut-être la bonne année pour faire ça. Et on va voir. Alors, on est en train de brainstormer sur le why du podcast, qui est au final qui sera très proche du why d'Ex Fabrica, et on va voir si on va réussir à construire quelque chose. Bon, après, nous on n'a pas peur de tester des choses aussi, donc d'avoir une démarche, de voir si ça marche. Si ça marche pas, marche pas, c'est pas grave, ça en soi. Alors attends, parce que du coup j'ai pas du tout suivi l'ordre de mes questions. C'est pas très grave. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler de la manière dont vous fonctionnez avec vos clients, notamment en termes de facturation? Je sais que vous avez une facturation qui est assez spéciale, assez unique, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est-elle et quel est le processus qui vous a amené à l'implémenter? Alors je vais te faire un peu de storytelling, tu vas mieux comprendre en fait. Ça c'est lié, on est très pragmatique en fait, et donc du coup par expérience on a vu des choses qui fonctionnaient pas et on essayait de quelque chose qui différent, sans savoir que ça allait marcher en fait au début. Moi j'ai une grosse expérience dans une grosse entreprise qui s'appelle SMA-CGM, qui est le 3e transporteur mondial par conteneur, donc grosse boîte. Et à CMA, j'étais en charge de la plateforme e-business. Donc, du coup, j'ai fait 18 ans là-bas, donc j'ai fait beaucoup de choses. Et en 18 ans à CMA, on a fait appel à beaucoup de prestataires. Et beaucoup en régie, beaucoup de forfaits. Et j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas dans le mode régie qui m'énervaient. J'ai vu qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas dans le mode forfait et qui m'énervaient. Je me suis dit, il faut qu'on trouve quelque chose qui est entre les deux, enfin, ou différent, qui prend les avantages sans les inconvénients. Mm-hmm. La régie, ça marche pas, le forfait, ça marche pas non plus. Il faut faire ni régie ni forfait. Donc, du coup, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous, on a dit, on va faire du forfait agile. Donc, c'est un genre de forfait, mais pas vraiment un forfait. Mais en fait, surtout, je me suis rendu compte très vite que le mode TJM, qu'on peut même retrouver dans le mode forfait, parce que de temps en temps, on fait un forfait et on explique tous les jours qu'on va fonctionner, et c'est comme ça qu'on arrive sur le prix final. Donc c'est pareil, hein, au final, ça revient qu'à une somme de TJM. Et je me suis dit, le TJM a un biais qui est horrible. C'est que et on le voit hein, à travers plein de CS2I, on va pas être médisant, mais après c'est comme ça, c'est le biais qu'il y a, qui existe, c'est que si tu veux créer de la marge, créer de la valeur pour développer ton entreprise, il faut que tu prennes des gens les plus débutants possible pour les faire un TJM le plus haut possible. Et quand ils commencent à monter trop en compétences, il faut surtout pas les faire évoluer dans la grille salariale. Parce que je t'interromps. Pour rebondir là-dessus justement, parce que c'est effectivement, j'ai écoutais ou je suivais un podcast d'un développeur freelance américain, entrepreneur, qui travaillait justement dans une agence et il se vendait uniquement à l'heure ou à la journée. Je me souviens plus exactement. Mais grosso modo, pour facturer les clients, il faisait un tableau et il regardait le nombre d'heures il demandait d'ailleurs un relevé de temps, il embêtait tous les devs pour avoir son relevé de temps, il envoyait au client et il facturait par rapport au TGM. Et il s'est rendu compte que le stagiaire qui codait très lentement, qui faisait des bugs, mais qui, parce qu'il était sympathique, était très apprécié de ses clients, c'était celui qui rapportait le plus d'argent à la boîte. C'est incroyable. Et à contrario, le plus expert qui codait parfaitement, qui codait sans bug, qui avait une rapidité, une vitesse d'exécution, finalement c'était celui qui quasiment faisait perdre de l'argent à la boîte parce qu'en fait il allait trop vite. Et donc il s'est retrouvé face à ce paradoxe qui est de dire attends, normalement celui qui apporte le plus d'expertise, qui est le plus pertinent, etc. Eh bien, il devrait nous rapporter le plus d'argent en fait.
Oui. Parce que c'est pas logique, il y a un paradoxe. Et en plus, c'est lui qui rapporte le plus d'argent au client aussi. Absolument. C'est ça qui est énorme, c'est que en fait c'est un mode perdant-perdant. Et donc nous ça nous rend de fous en fait. Ça nous rend de fous. Et en plus ça a plein d'effets. Par exemple le développeur qui du coup qui commence à monter trop en expertise, en expérience, qui rapporte moins d'argent à la société. Tu peux pas l'augmenter, tu peux pas le faire progresser, il se casse. Bien sûr. Tu capitalises pas sur d'expérience d'avoir quelqu'un pendant de nombreuses années qui améliore tes process, qui connaît tout le monde par cœur, enfin, je veux dire, on pourra dire ce qu'on veut. C'est-à-dire, si tu démarres à chaque fois un nouveau projet avec des nouveaux développeurs, c'est plus difficile que si tu refais un nouveau projet avec la même équipe que tu avais avant. Et c'est vrai pour plein de choses. En fait, il y a plein de conséquences négatives. En fait, on voulait gommer tout ça. On voulait revenir dans un mode différent. On sait que un développeur superstar, très expérimenté, il a une productivité de dingue. Mais de dingue par rapport à un développeur de débutant. On croit tous qu'un développeur super fort, superstar, etc. est juste 2 fois plus rapide qu'un débutant, mais en fait non, pas du tout. On n'est pas dans un métier type, je sais pas, l'hôtellerie ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'un cuisinier, on peut comprendre qu'un cuisinier, un grand chef, il va 2 fois plus vite qu'un petit novice qui apprend. Mais dans un monde du développement, c'est pas ça. Et toi, tu le sais, quoi. Mais la plupart des managers ne le savent pas, la plupart des décideurs dans la société ne le savent pas, et des financiers encore moins. Un développeur superstar, il va 10 fois, 20 fois, 30 fois plus vite. C'est un truc de dingue. Et par rapport aux résultats qualifiés à la fin, c'est-à-dire c'est l'application débuggée. Parce que après, c'est un développeur junior, il peut produire une application très buggée très vite, mais ça c'est pas le but en fait. On parle d'une application qui marche, qui part en prod, de qualité. Et donc du coup, nous on voulait faire ça. On voulait faire en sorte que ce développeur superstar super bon, il fasse gagner de l'argent avec Fabrica et à nos clients, parce qu'il fait gagner de l'argent à nos clients, clairement. Et on voulait faire en sorte qu'il y ait un modèle dans ce type-là. Donc on a voulu sortir du système de TJM. Et en fait, par expérience, on voit dans la plupart des entreprises, elles fonctionnent en mode agile, en point de complexité. On ne parle pas de TJM quand on est une équipe interne, en fait. On prend n'importe quelle startup, elle ne va pas commencer à parler de TJM ou de jours de travail sur les projets sur lesquels ils travaillent. Ils fonctionnent tous en point de complexité. Donc nous, toute l'astuce, c'était d'essayer de faire en sorte qu'on fonctionne en point de complexité. Et donc du coup, on estime les efforts en point de complexité, on facture les user stories en point de complexité. Et en plus, on a mis en place un autre mécanisme de transparence complet. C'est-à-dire, en gros, la tâche est en point de complexité, user story est en point de complexité, et ces user stories qui sont add-on, c'est-à-dire qui sont terminées, qui sont validées, et la méthodologie permet de bien définir un definition of done, et donc du coup d'avoir quelque chose où quand c'est done, c'est vraiment done, qui partent en facturation à la fin du mois. Donc du coup, déjà, le client, il paye que des choses qui fonctionnent, il paye pas du temps où tu produis des trucs qui marchent pas. Et là, du coup, nous, ça nous engage à produire des choses qui marchent. Du coup, nous, on peut pas prendre un développeur qui crée plein de bugs, on doit prendre quelqu'un qui est super bon. Mais encore une fois, c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut. Et en plus, dans la facture, tu vois exactement chaque user story, combien elle t'a coûté, et donc tu as même ça dans le backlog, tu as un suivi complet, le PM est au courant, le manager est au courant, tout le monde est au courant, tout le monde sait chaque fonctionnalité combien ça coûte, parce qu'en fait, au final, tout ça, on revient à des prix. C'est-à-dire qu'on a un syndrome franco-français un peu bizarroïde où, à un moment donné, il faut masquer le plus vite possible tout ce qui est pris quand on construit des projets. C'est pas très grave, en fait, on peut très bien dire cette fonctionnalité a coûté 5 000 euros. Cette fonctionnalité a coûté 5 000 euros. Du coup, c'est intéressant parce que quand on veut faire une fonctionnalité similaire, il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps qu'elle va coûter proche de 5 000 euros. Tout le monde s'en rend compte. Et donc, et en plus, en euros, c'est beaucoup. Et les décideurs dans les sociétés ou les managers ont beaucoup plus l'habitude de manipuler des budgets, donc manipuler des euros. Et c'est quand ils basculent en TJM, en jour homme, qu'ils n'y arrivent plus, en fait. Pourquoi ça a coûté 2 jours hommes, etc. Puis ils rentrent dans le détail. C'est pas important. Ce qui est important, c'est cette feature, combien elle a coûté. Et comment elle s'inscrit dans ton budget. Et donc, du coup, tout le monde se parle un peu sur la même longueur d'onde. Alors, j'ai plusieurs questions. Vas-y. La première, c'est
imaginons que il y a une fonctionnalité qui arrive. Cette fonctionnalité-là, comment est-ce que vous allez estimer le nombre de points de complexité? À quoi ça correspond concrètement? Pourquoi est-ce qu'une tâche ferait 2 et une autre 5? Est-ce que c'est lié est-ce que c'est de la complexité ou est-ce que c'est lié au temps? Parce que je crois que dans la méthode agile, ce n'est pas la même chose. Oui. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que l'estimation, imaginons, une fonctionnalité coûte 5 points. Au début, est-ce que vous savez que ces 5 points, ça correspond à 5 000 euros? Je sais pas, tu vas me le dire. Et est-ce que le client, il sait combien ça lui coûte avant d'engager la fonctionnalité en disant ok, bah ça, si c'est 5 000 euros, ok, je te le valide, il y a aucun problème. Ou à contrario, bah non, ça me fait trop cher, finalement, ça ne les vaut pas par rapport à ce que je vais en tirer potentiellement. Et du coup, je te dis non. Ou est-ce que il est mis entre guillemets devant le fait accompli à la fin en disant, eh ben voilà, au final, ça a coûté 5 000 euros parce que c'était 5 points de complexité et voilà quoi. Ah ouais, je comprends. Mais t'as exactement la même question que tous nos clients nous posent parce que comme ils n'ont pas l'habitude de ce mode de fonctionnement, ils posent exactement la même question. Le prix du point est défini pour le projet. Il est différent d'un client à l'autre. Il est différent d'un projet à l'autre. C'est normal, parce qu'en fait, le prix du point, il dépend un peu de l'équipe que tu mets en place, forcément. De temps en temps, dans une équipe, tu es capable de mettre des gens qui sont très 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 forts et des gens qui sont juste très expérimentés, mais pas forcément non plus des superstars. De temps en temps, tu as besoin de mettre que des superstars, etc. Donc, tu es obligé d'ajuster ça, le prix du point. Il dépend aussi du contexte de maîtrise aussi. Dire, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais à quel point le produit est maîtrisé par le client, à quel point le client est investi et va déléguer. Parce que le client, il peut déléguer beaucoup. C'est-à-dire, il peut très bien donner juste des inputs et nous, on traduit tout en vrai user story et on construit tout le backlog. De temps en temps, il a une vision très très claire, il fournit même les maquettes, etc. Donc tout ça, ça a une influence. Comment va se passer la partie recettage, etc. Donc tout ça, ça rajoute, on va dire, c'est au-delà des tâches techniques, parce que nous, on facture que des livrables. Il y a toujours un ensemble de problèmes et de choses à faire. Et tout ça, forcément, influence le prix du point. Et après, il y a la complexité inhérente au projet. Dans l'industrie, quand on fait un projet plutôt, on va dire, technique, très industriel, IoT, ce genre de choses, on n'a pas les mêmes problèmes que quand on fait du web. On n'a pas les mêmes problèmes que quand on fait du mobile. On va dire ce qu'on veut, mobile c'est génial, on s'éclate, et t'es bien placé pour savoir, mais en plus nous on en fait pas mal en ce moment, donc on adore ça, franchement j'adore ça, mais il y a pas c'est pas aussi mûr que le développement web, et dans le développement web on a certaines facilités, etc. Donc du coup tout ça fait qu'influence cette complexité, en fait, projet. Et donc du coup on définit un prix du point adapté, on fait en sorte que nous, on est capable de fournir le niveau de qualité que l'on estime, avoir un peu de marge pour pouvoir gérer un peu l'extra pour faire en sorte que ça se passe très bien, un projet. Parce que ça aussi, ça a été une erreur qu'on a vue dans beaucoup de forfaits dans le passé, où tu prévois ce que tu as besoin, il y a toujours des trucs qui arrivent en dehors du forfait, donc l'agilité permet ça, mais il y a quand même des trucs où, et tu commences à te mettre sur la gueule à ce moment-là, pour les trucs qui n'étaient pas prévus dans le forfait. Et en fait, tu as besoin d'avoir cette petite marge de sécurité qui permet de toi de dire, bah, tiens, en même temps, je lui refais un petit peu son logo parce qu'il a besoin d'avoir un logo un peu mieux, etc. Boum, tu mets ça dans le cadeau, etc. C'est pas un effort énorme, mais de ce coup, ça fait que tout le reste, il est bien par rapport au projet, tout se déroule bien, etc. Donc voilà. Et de créer un petit peu t'es obligé de créer de la marge pour ton entreprise pour t'aider à développer ton entreprise. Voilà. Donc ça définit le prix du point. On définit le prix du point au début du projet, il est fixe. Et après, nous, en interne, on a une méthodologie pour estimer l'effort et le point de complexité sur nos tâches. Et ça dépend un peu de l'équipe, etc., du projet, etc. Donc au début, c'est un peu plus dur. Au début, c'est dur. En fait, au début, tu fais un peu de ça à l'arrache. Il y a beaucoup le temps nécessaire qui influence. Mais en fait, il faut réussir à décorréler un peu le temps que tu passes de la valeur que tu produis.
Donc ça, tu sais pas trop le faire au début, mais c'est pas très grave en fait. Pas très grave. Au début, tu es très proche du temps que tu as besoin. Et après, avec le temps, tu commences à intégrer la notion de valeur. Et après, une fois que tu commences à avoir un peu d'expérience, bah, tu fais par similarité en fait. Tu sais que cet élément, il ressemble énormément. Franchement, c'est le même effort. C'est à peu près la même fonctionnalité que cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité avec 5 points. Donc, tu sais que tu peux annoncer 5 points. Ouais. Donc, vous annoncez le prix avant le début du sprint. Ah oui, j'ai pas répondu à ta deuxième question. J'ai pas répondu à ta deuxième question. Alors, comment ça fonctionne? On fait du Scrum. Et en fait, comment on fait? On définit un budget global. On dit, on veut avoir une vélocité de X points par sprint. Donc imaginons, je dis n'importe quoi, hein, je dis des chiffres pour simplifier la vie, je vais faire des sprints de 10 points en vélocité moyenne. On estime qu'avec l'équipe qu'on a, on sera capable de faire 10 points de complexité avec l'équipe. On va essayer de tenir 10 points de complexité sur des sprints de 2 semaines, par exemple. Nous, on aime bien les sprints de 2 semaines. On va prévoir 5 sprints de 2 semaines pour pouvoir faire l'application parce qu'on estime qu'avec 50 points de complexité, on est capable de faire l'application qu'on a, enfin la V1 ou le MVP de l'application qu'on a besoin de faire. Ça définit un budget global. Donc du coup, tu cadres 2 choses qui sont importantes dans un projet informatique, c'est le budget et le délai. Tu as 5 sprints de 2 semaines, tu as un budget de 50 points de complexité. Et après, à toi de mettre en place une méthode agile pour exploiter au mieux ces 50 points de complexité. Tu as 50 points de complexité, comment tu sors le meilleur produit avec ces 50 points de complexité? Et là, tu fais du Scrum. Et en Scrum, tu as des temps de refinement où tu prends tes user stories, tu les estimes en point de complexité. Tu as des sprint planning où tu mets les éléments. Donc là, le client, il choisit, parce que c'est le PO qui est en charge de ça, côté client, de dire je veux prendre plutôt telle feature plutôt que telle feature. Donc il va prendre cette feature de 2 points et plutôt que cette feature de 2 points. Il sait combien il lui coûte, il lui coûte X 2 points. Donc il sait le prix du point, le client. Il sait très bien. T'inquiète pas qu'il intègre super bien cette partie-là. Et donc du coup, tu planifies, et nous, on tient nos engagements sur le sprint backlog, etc. Et il n'y a que les user stories qui sont mises à don, qui sont facturées. Donc le client, il sait qu'il va payer X points pour cette user story. Après, il y a un truc qui arrive, c'est que ça, c'est dans le monde parfait, où tout se passe bien. La vie n'est pas parfaite, et surtout dans le développement. Et donc du coup, il y a plein de fois où tu te trompes dans ton estimation de la complexité. Il y a un élément que tu n'as pas vu, que tu découvres en cours, ou au contraire, que ce soit positif ou négatif. De temps en temps, tu vois un axe de simplification énorme. De temps en temps, tu vois un point qui est hyper complexe que tu n'avais pas du tout anticipé, que tu n'avais pas mis dans la description. Et là, c'est de l'intelligence humaine, en fait. Ça sert à rien d'essayer de faire des trucs compliqués. Tu fais un point avec le client et tu dis, alors là, on a trouvé un axe de simplification. Bon, alors les axes de simplification, tu t'embêtes pas. Tu le fais. Et dans la revue du sprint, tu dis, au final, c'était pas 5 points, c'était 2 points parce qu'on a trouvé cet axe de simplification, etc. Donc, du coup, c'est tant mieux. Le client a payé sa fonctionnalité moins chère, il est super content, quoi. Et souvent, ce qui arrive, c'est c'est plus complexe que ce que tu as appréhendé. Et là, c'est la règle des 90-10, sauf souvent la mise. Et en gros, tu es souvent capable de délivrer 90% de ce qu'avait besoin le client dans ce que tu avais estimé. Et en général, t'arrêter à 90%, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est même mieux. On l'a vu plein de fois. C'est mieux d'essayer de viser le 90% de ce que tu as besoin plutôt que d'essayer de faire le 100%. Parce que du coup, ça te coûte un peu moins cher. Et tu as toujours des axes de simplification. Enfin, je veux dire, on trouve toujours des façons. Et de temps en temps, non, il faut mettre, on s'était trompé, c'était pas 2 points de complexité, c'était 3. C'est pas grave, c'est 3 points. De temps en temps, ça baisse, de temps en temps, ça hausse. Le client, il sait, c'est pas grave. Du moment qu'il est prévenu, voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une communication fluide et que tout ça soit transparent. Et donc, du coup, d'avoir un backlog qui gère l'historique, accessible à tout le monde, avec les graphes, tout ce qu'il faut. Enfin, il faut un outillage, un minimum carré qui permet d'avoir cette vision et cette transparence. Aujourd'hui, comment est-ce que vous définissez qu'un projet est réussi ? C'est hyper dur. C'est hyper dur. Alors bon, déjà réussir un projet, c'est hyper dur. Mais en fait, en théorie,
réussir un projet, c'est sortir le projet que tu avais besoin, avec la qualité que tu avais besoin, dans le temps que tu t'étais défini, avec le budget que tu t'étais défini. Donc c'est quand même beaucoup de variables compliquées. Et donc du coup, nous, on essaie de suivre ces éléments-là. On essaie de suivre ces éléments. Alors c'est vrai que l'avantage de faire du Scrum, et donc du coup de définir des budgets à l'avance, et de définir des délais, parce que du coup ça définit des variables, ça fait que on sait, normalement, on tient le budget et le délai. Ça, c'est fait. Après, ce qui est important, c'est de vérifier parce que l'application qu'on a sortie, c'est une bonne application avec le niveau de qualité qu'on a besoin. Donc du coup, d'un point de vue produit, oui, alors nous on a un gros engagement produit, une grosse vision produit dans ce qu'on fait, et le client est capable de savoir si le produit ça correspond. La qualité, nous on fait beaucoup de revues internes, qualité. On n'hésite pas à faire appel à des personnes extérieures qui viennent donner un avis externe. Tu peux bien passer pour savoir. Ça nous fait pas peur de dire viens jeter un œil, fais une revue, etc. Parce que c'est bon d'avoir un avis externe. Ça fait progresser et ça nous permet de s'assurer qu'on n'a pas loupé un truc important ou voilà. Donc et en plus on a d'outillage aussi en plus. C'est-à-dire on a du sonar qui tourne, on a différents outillages qui permettent de vérifier la qualité, la sécurité, etc. de ce qu'on produit quoi. Je suis tombé sur une discussion entre dev freelance et justement à propos de la réussite d'un projet. Et ils se questionnaient sur, parfois, par exemple, un client pourrait blâmer un de ses prestataires parce que, certes, il va délivrer en temps et en heure et quelque chose de conforme par rapport au cahier des charges entendu, mais parce que le produit n'a pas eu le succès escompté par le client. Donc, c'est-à-dire que je suis entrepreneur, je suis censé prendre des risques à ce titre-là, je fais appel à un freelance, une agence, une SS2I, bref, à un prestataire de service. Il me dit OK, je dis voilà ce que je veux faire. Il se trouve que mon idée à moi, en tant qu'entrepreneur qui souhaitait faire ce projet, elle était à côté de la plaque, et du coup, quelque part, je vais me décharger la faute un petit peu sur le prestataire en disant si le projet n'a pas marché, c'est aussi de votre faute, même si vous avez délivré en temps et en heure. Quel est ton point de vue sur ça ? Il a un petit peu raison, mais un petit peu. Il peut pas te décharger, mais il a un petit peu raison. Et en fait, c'est un point qui nous tient à cœur, en fait. Et d'ailleurs qui peut perturber un peu nos clients au début de notre relation, où on essaie de construire une vision produit, en fait. Mais chez nous, chez Exabrica. Systématiquement, dans tous les projets, on met un PM, un Product Manager, Exabrica, sur le projet. Les clients au début, certains clients ils trouvent ça super cool et certains clients ils comprennent pas parce qu'ils ont déjà un head of product, un PO, un proxy PO, voilà, ils ont déjà l'artillerie lourde pour driver le produit. Et ils disent mais pourquoi vous mettez un PM chez vous? On n'a pas besoin du PM, ne vous inquiétez pas, on va fournir un truc. Non, mets un PM chez nous. Et parce que c'est hyper important de comprendre le produit et de comprendre ce qu'on est en train de faire et d'être force de proposition. Et déjà, naturellement, l'équipe, et c'est là où c'est super intéressant d'embaucher des développeurs superstars, super expérimentés, parce que naturellement, ils peuvent pas tenir leur langue et ils vont donner leur avis lié à leur expérience. Alors qu'un junior, il peut avoir des idées intelligentes, mais il va avoir moins le cran de le faire. Mais en plus de mettre un PM, ça fait qu'il y a quelqu'un qui à tout moment se pose et essaie d'anticiper les choses, et essaie de construire le produit. Et nous, c'est le truc qui nous fait kiffer en fait. Ça nous fait kiffer d'essayer d'influencer le produit dans le bon sens et d'essayer de leur faire éviter des erreurs qu'on a déjà vues par le passé et d'essayer de leur expliquer alors ok, vous êtes une grosse entreprise, vous avez une approche grosse entreprise, etc. On vous dit pas qu'il faut faire des choses vraiment en mode à l'arrache comme certaines startups. Par contre, il y a des choses qu'ils font dans les startups qui sont super cool, qui vont vous faire gagner du temps, qui vont vous faire éviter de faire des erreurs.
qui vont permettre de tester, et apprendre et ajuster les choses. Enfin voilà, tu vois. Et donc du coup, on essaie de prendre un monde, d'apporter à l'autre, de ce qu'un domaine d'activité qui est plus moderne peut apporter à un domaine qui est moins moderne. Et donc du coup, c'est ça que c'est intéressant. Donc oui, je suis d'accord. Je pense que faire appliquer uniquement le produit tel qu'il était imaginé dans le cahier des charges, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Il faut faire un meilleur produit. Et en fait, quand tu construis le produit, tu fais un meilleur produit. Et c'est pour ça que tu as besoin d'avoir une démarche agile. Et c'est pour ça que tu as besoin de faire en sorte que ton contrat et ta facturation soient en conformité avec ça. Et c'est là que ça élimine le forfait de base, quoi. Est-ce que tu peux nous donner est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une fois où vous avez challengé un client, par exemple sur l'aspect produit, et je vais rajouter plutôt le et, un exemple de pratique startup que vous avez voulu, enfin, ou que vous avez suggéré à un client peut-être plus grand groupe ou vice versa. Ah, purée. Alors, ça c'est dur les exemples comme ça parce que ça nous vient jamais sur le coup et on s'en souvient toujours le lendemain. Alors sur une pratique, c'est intéressant, c'est souvent on apporte des produits qui sont plus vus dans le monde des startups, des produits de board, ce genre de produits qui sont vraiment très utilisés dans le monde des startups, qui sont pas du tout connus dans le monde des grandes entreprises et qui sont super super intéressants en fait. Je vois produit de board qui me vient. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Produit de board, c'est un produit qui permet de construire une roadmap produit. Mais il est juste super bien foutu pour ça. Et en fait, la plupart des grandes entreprises, leur roadmap produit, c'est un PowerPoint. Mais tu construis pas vraiment un roadmap produit, c'est un PowerPoint, c'est hyper dur. Enfin, tu ne maintiens pas, quoi, en fait. Alors qu'un roadmap produit, ça se maintient tout le temps. C'est un truc qui doit vivre au jour le jour, et qui doit être connu de tout le monde. Et tout le monde doit y avoir accès. Donc, du coup, tu mets un produit bien foutu, qui permet toi de voir ta roadmap produit dans un sens, dans l'autre, etc. Tes releases, comment elles sont les fonctionnalités, quelle équipe on en est, les specs, etc. Machin. Et donc du coup, tu partages une vision globale de où le produit doit aller. C'est hyper important. Je reviens à ma vision un peu monomaniaque sur le produit, c'est important. Mais dans le monde à tech, si tu perds de vue le produit que tu es en train de faire, ben, tu te fourvoies en fait. Donc du coup, voilà, ça c'est le genre de choses que je prends produit de board parce que ça me vient comme ça, mais il y a d'autres, il y a plein de logiciels qui sont ou de pratiques qui sont utilisés dans le monde des startups qui sont moins connus dans le monde d'une grande entreprise, plus difficile à mettre en place dans le monde d'une grande entreprise. De temps en temps, on le fait comme ça, c'est-à-dire qu'on le initialise, où nous, on prend le produit, Exabrica prend le produit, le met en place, et à un moment donné, on laisse sa main. Parce que c'est hyper dur de mettre en place un produit dans un grand groupe. Donc nous, on met en place, et après, quand ils commencent à l'utiliser, bah là, ça leur fait la légitimité pour se réapproprier le produit. C'est sur du design system, des produits qui permettent de lister ton design system, ce genre de choses. Dans les grands groupes, quand tu commences à dire, OK, le design system, on stocke, comment on le fait, comment on le partage, comment on le documente, etc. Là, c'est foutu, quand tu ne s'en sors pas. Donc toi, tu mets en place ce qu'il faut. Tu mets en place ton design system, tu mets en place la doc qui permet de gérer ça, tu mets en place tous les trucs, et après, ils s'approprient, en fait. Sprint après sprint, qui travaille avec toi, ils s'approprient. Donc ça, c'est dans ce sens-là. La première partie de la question, c'était vision produit. La vision produit. Oui. Ouais. Est-ce que tu as un exemple d'une fois où vous avez challengé la vision produit et comment ça s'est passé concrètement? Tu vois, par exemple, vous avez identifié quelque chose, une idée du client, vous avez dit ça on n'y croit pas. Voici les raisons pour lesquelles on n'y croit pas. Et voici ce qu'on suggère peut-être à la place. J'ai pas de grands. Des exemples, je suis sûr que je dois en avoir, mais toujours à la marche, on adapte toujours la vision en fait. Au début, franchement, j'ai pas des. T'as pas d'exemple qui vient, c'est pas grave. Non, ça me vient pas. Et est-ce que, par exemple, ce partage de vision, il se fait généralement tôt dans le projet
ou au fil de l'eau à mesure que vous allez gagner la confiance du client? Alors, parce que c'est quand même, il faut, enfin, pardonnez-moi l'expression à tous ceux qui vont écouter, mais c'est quand même assez couillu. T'as un client qui arrive qui te dit, bah voilà, moi je veux faire ça. Tu lui dis, bon écoute, t'es bien mignon avec ton idée, mais voici les 36 raisons pour lesquelles ça va planter. Parce que nous, en fait, vous êtes le 15e qui vient déjà nous voir avec la même idée. Vous pensez tous être le prochain Mark Zuckerberg. Bon, la réalité, c'est que vous le serez pas. Et voici toutes les erreurs que vous faites. Ouais, non, mais nous est arrivé de dire, alors là, ce logiciel, faut même pas le développer. Il faut d'abord avoir une approche no-code pour tester les choses, etc., plutôt que commencer à développer le logiciel. Donc non, on n'a pas peur de bousculer. On bouscule beaucoup, en fait. On bouscule sur plein de choses. Même sur les technos. De temps en temps, on vient nous voir, on nous dit, là, je voudrais un développement React, Vue, Angular, peu importe, etc. Et nous, on dit non, mais non, vous vous embêtez pas par rapport à votre problématique. Faisons quelque chose de plus simple, plus traditionnel dans l'approche, un développement MVC, .NET ou autre, peu importe. On est agnostique des technos, on n'a pas de chapelle. Mais le fait de le faire dans un framework moderne n'est pas nécessaire par rapport à votre produit, etc. Donc du coup, on les challenge sur plein de sujets. Et oui, je suis d'accord que de temps en temps, on le fait très tôt. Et de temps en temps, ça passe super bien. De temps en temps, ça passe plus difficilement. Ils n'ont pas forcément l'habitude. Et en fait, nous, ce qu'on fait, et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est on essaie de bâtir un vrai climat de confiance. On pense qu'en fait, ça fait partie des clés de la réussite. On parlait de réussite tout à l'heure. Il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour réussir un projet. Et une des choses qui est hyper importante pour réussir un projet, c'est de créer un climat de confiance. Et en gros, tout ce que tu pourras faire pour créer ce climat de confiance fera que derrière, tu seras capable de faire un meilleur produit. Et tu seras capable de bousculer un peu ton client dans ce sens-là. Et donc du coup, faut créer ce climat de confiance hyper important. Donc du coup, oui, je suis d'accord avec toi. À titre personnel, il m'est arrivé de challenger certains clients sur certaines technos qui ne m'écoutent pas et qui reviennent peut-être 6 mois, 1 an plus tard en me posant des questions et je dis si vous venez me poser des questions aujourd'hui, c'est peut-être soit vous m'avez écouté, soit vous m'avez pas écouté, mais il s'est passé quelque chose et quelque part j'ai gagné votre confiance. Ouais, tu crées l'exception en fait. C'est ça. Tu mets la petite graine. Faut pas avoir peur de mettre la petite graine. C'est de temps en temps, tu peux ne pas être d'accord avec leur approche en fait. Et nous, il y a des clients qui sont venus nous voir avec même des trucs du genre, nous on fonctionne comme mode régie sur site. Alors, nous on fonctionne pas comme ça marcherait pas. C'est comme si on venait te voir toi, pareil, faire du régie sur site. On leur a dit, non, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas pour ça que ça crée pas une relation avec eux. Tu peux très bien dire non et expliquer pourquoi. En fait, ce qui est important, c'est expliquer pourquoi. C'est juste expliquer la logique qu'il y a derrière. Pourquoi on en arrive à dire la régie sur site, c'est pas le meilleur mode de fonctionnement. Et pourquoi c'est pas un mode de fonctionnement, on sera capable de délivrer le meilleur produit avec la meilleure qualité possible, dans le meilleur prix possible. Et donc, du coup, une fois que tu expliques bien, tu expliques les choses, etc., de temps en temps, tu arrives à convaincre, en fait. Changeons complètement de sujet, à moins que il y avait d'autres parties que tu souhaitais aborder par rapport à la manière dont vous fonctionnez avec les clients de manière générale, peut-être. Il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être ça reviendra. C'est un peu de souci. Tu as travaillé sur un projet d'extension, donc qui n'a rien à voir finalement avec de la prestation de service. Tu as créé un produit de zéro. Est-ce que, alors c'est dans le secteur du cinéma, si je me trompe pas, est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça n'a rien à voir avec Aswarika. Ça c'est moi perso, là, tu parles de moi. Oui, moi ça fait... je passais mes journées à faire du digital dans une entreprise et le soir, quand j'étais dans mon canapé, qu'est-ce que je kiffe le plus? Coder, en fait. Et donc du coup, j'ai toujours fait des choses, et j'ai toujours eu des side projects. C'est toujours le truc qui m'a toujours fait triper.
Et notamment pour faire des choses que tu n'as pas de temps de faire au boulot. Et plus j'avais un rôle de management lead, etc., et moins j'avais le temps de coder, plus je me mettais à coder à la maison, en fait. Ce qui était normal, en fait. Et puis en plus, techniquement, si tu codes pas, tu te fais larguer à un moment donné, donc c'est hyper important. Et donc du coup, j'ai fait pas mal de choses. À un moment donné, on avait une activité SEO avec un pote. À un moment donné, j'ai créé un produit de location de camping-car de particulier en particulier. Produit qui marcherait super bien en 2022, enfin en ce moment, mais qui à l'époque était pas du tout dans bon time to market. On a dû arrêter parce qu'on avait les assurances qui suivaient pas derrière, etc. Donc du coup, c'était hyper dur. C'était vraiment trop tôt. Le time to market, c'est important hein, quand tu lances un produit. C'est comme ça. Et après, des années plus tard, ouais, je me suis associé avec deux amis parisiens pour créer un projet dans le cinéma qui s'appelle Captain Watch, qui partait d'un principe tout bête, c'est que je suis un gros consommateur de films et de séries. Ouais, j'adore ça, je surkiffe les films et les séries. Et je voulais un moyen de savoir si le film ou la série, j'allais l'aimer sans avoir aucun spoil. Le zéro spoil absolu. Limite sans voir la jaquette, juste avec le titre. Et puis c'était une époque où on téléchargeait beaucoup, donc du coup tu vois juste le titre sur ton site de torrent, est-ce que tu récupères le torrent ou pas quoi. Voilà, c'était un peu ça. Donc j'avais même tu vas avoir des problèmes avec cette phrase. Ouais, non, mais après, attends, ceux qui ont téléchargé comme moi des torrents, ça fait partie des gens qui ont le plus consommé. Moi, je pense que je suis abonné à plus de plateformes que toi. Je pense que j'ai plus de Blu-ray que toi. Je pense que voilà, tu vois, c'est certain. Alors probablement. Mais je suis aussi un gros consommateur. Je suis abonné à 3 plateformes aujourd'hui. Ah, pas Netflix, mal. Ouais. Disney+, et Prime. Ah, pas mal. Moi, j'en ai 2 en plus. T'as lesquels? Bah, OCS et Apple TV. Apple TV, ouais. Ils ont des bons trucs, Apple TV, je trouve. Ah putain, c'est dingue. Ils sont, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils sont bons. Ils ont pas beaucoup de choses, mais ils ont des trucs hyper quali. Enfin. Et, franchement, j'aime beaucoup. Et très adulte, en fait. Proche, j'aime beaucoup. Et donc du coup, j'ai commencé par écrire un algorithme qui faisait le truc que je faisais un peu moi à la main. Moi à la main, ce que je faisais, c'est que je regardais la note IMDb, la note hallucinée, ce que ça disait à droite à gauche, machin, quelques trucs et tout, des signaux faibles, genre est-ce que les gens en parlent ou ce genre de choses. Enfin là, et j'essayais de faire mon avis pour savoir si je téléchargeais et lancer le film en aveugle. C'est génial. Tu lances un film en aveugle et tu surkiffes, c'est l'expérience absolue. Et en fait, j'ai essayé de coder ça parce que je suis un codeur, voilà. Et donc du coup, j'ai codé ça, puis après j'ai créé un site autour, et puis du coup le site a tout un aspect social qui a été ajouté, etc. C'est génial de faire ton site qui est utilisé parce que déjà, tu apprends beaucoup autour de comment tu fais plus avec moins. Parce que comment tu produis des choses de qualité avec quelques heures de coding, comment tu produis des choses qui se maintiennent tout seul. Là, tu es obligé de faire le truc qui tombe jamais en marche, enfin qui tombe jamais en panne et qui fait que tomber en marche en fait, c'est ça. Et parce que j'avais pas le temps d'exploiter la solution. Comment tu as tout à la main, comment tu fais les choses avec très peu de budget, parce qu'on a quasiment pas de budget, c'est limite mode associatif, toi. Et tout le monde, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai mis beaucoup d'efforts pour essayer de faire décoller, mais c'est un business hyper dur. En fait, je pense qu'il n'y a pas de marché autour de ce genre de produit. Il y a même des grosses startups qui ont fait des belles levées aux États-Unis, mais qui décopent pas complètement. C'est voilà. Mais t'apprends énormément, même sur des choses qui ne fonctionnent pas. Donc oui, je code un film et séries. Mais je suis pas tout seul maintenant. Il y a une petite communauté autour de moi, enfin autour de nous. Qui nous aide, qui nous donne un coup de main. Notamment, il y a un petit jeune qui vient de temps en temps rajouter des lignes de code client. Si tu écoutes, tu déchires. Est-ce que aujourd'hui tu as d'autres projets, on va dire des side projects sur lesquels tu travailles comme ça? Et je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Parce que parfois, je pense surtout chez les devs, on a un petit peu ce dilemme entre faire de la prestation de service
et créer un produit. Le dilemme entre service et produit. Parce que finalement, il y a toujours cet aspect, et moi le premier, je dois l'avouer, ce rêve de créer un produit qui va avoir un succès phénoménal, qui, en plus de ce succès, déjà, on va travailler sur notre produit, notre bébé, et pas celui de quelqu'un d'autre, même si on a tendance à s'approprier les projets des autres, hein, mais c'est pas la même chose. Et en plus de ça, potentiellement générer des revenus de manière automatique. On le voit avec des podcasts. Je pense à Anthony Huckmes qui a fait un podcast The Mature Dev où justement l'objectif était d'aider les développeurs à générer 10 000 € de revenus tous les mois de manière automatique avec son propre produit. Est-ce que toi aujourd'hui tu es confronté à ce dilemme-là? Est-ce que tu fais d'autres projets actuellement dans cette optique? Quelle est ta position là-dessus? On est comme tout le monde, hein. Ça nous gratte et on fait des trucs. Et en fait, on a fait un énorme projet de R&D l'année dernière, en 2021, du coup, 2021. On a dépensé presque plus de 200 000 € en R&D. Waouh! Ah ouais, non, gros, quand je dis un gros projet, c'est un gros projet. Un très, très, très gros projet. Et on essaye de bousculer les lignes sur des choses qui... en fait, on a été confrontés, on a coup sur coup fait pas mal de projets qui utilisaient des CMS CDS. Qu'est-ce que c'est? Tu peux l'expliquer? Alors, un CMS CDS, c'est un CMS traditionnel, c'est WordPress ou Drupal. Tu configures ton CMS. Dans ton CMS, tu as un petit back-office où t'as un gros back-office où tu administres ton contenu et le produit génère aussi toute la partie front qui est visible de tes utilisateurs. Un CMS CDS, tu t'occupes pas du front, en fait, tu t'occupes uniquement du contenu. C'est un peu comme un super back-office qui permet d'administrer les données de ton CMS. L'avantage, c'est que côté front, tu fais ce que tu veux. Tu développes l'application que tu veux, qui utilise des API pour récupérer les informations. Et surtout, comme c'est des API, tu peux les utiliser partout. C'est-à-dire, en gros, si tu as besoin des informations dans ton application mobile, c'est pas un problème. Alors que si tu as un truc en WordPress, tu as besoin dans ton application mobile, c'est plus compliqué. Voilà. Et donc, du coup, on a eu pas mal de projets CMS CDS et on s'est rendu compte qu'il y a une grosse difficulté dans le CMS CDS, c'est comment faire en sorte que la personne qui crée du contenu, elle se rende compte de la qualité de ce qu'elle est en train de produire et à quel point c'est propre, c'est bien fini, c'est fiable et ça n'a pas d'impact SEO, ça n'a pas d'impact performance, ça fait des pages qui ont vraiment du sens, il n'y a pas d'erreur au milieu, il n'y a pas des trucs qui plantent, voire même l'impact écologique de ce qu'il est en train de produire, etc. Voilà, donc on a fait un gros travail de R&D de comment faire en sorte d'avoir un genre de super assistant magique au milieu du CMS CDS qui aide au quotidien la personne qui gère le contenu, le content manager, on appelle ça un content manager, la personne qui va gérer le contenu, donc il va créer des pages, rajouter des news, rajouter des images, rajouter des éléments, etc. pour faire en sorte que son contenu soit le plus quali possible, pour faire en sorte d'avoir le meilleur site possible au final. Et donc du coup c'est hyper compliqué parce que le CMS CDS c'est découpé. C'est-à-dire côté front, les développeurs ils peuvent faire de la merde. Et alors que ton CMS c'est bon. Donc du coup tu es obligé de recréer un lien entre les deux. Donc du coup on a fait un analyseur qui analyse le front, qui réconcilie tout avec le CMS, qui crée le lien entre les deux, etc. Enfin on a fait un truc super puissant. Et là notre objectif en début d'année, c'est de sortir un plugin Strapi. C'est Strapi qui est une solution de CMS CDS française, super bien, top. Si vous cherchez une solution CMS CDS, elle est pas mal celle-là, vraiment pas mal, nous plaît beaucoup. Et ils vont sortir à une place de marché, un marketplace avec leur dernier produit qui va contenir des extensions, des plugins tierces. Et nous, on va essayer d'amener ce plugin SEO et en gros faire en sorte que le content manager, quand il va créer son contenu, on est capable de dire attends, mais là, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire, ça a un impact SEO, il faudrait que tu rajoutes des mots, il faudrait que tu machin, ou il faudrait que tu vires ça, etc. Voilà. Au milieu de là où il est en train de créer son contenu, à la source du problème. Comment est-ce que vous gérez l'allocation des ressources aujourd'hui entre on va prendre un projet en prestation de service ou on va développer notre projet à nous?
Ah, c'est non, non, c'est en fait si tu tu alors oui, c'est une bonne question. Il y a ceux qui vont dire qu'on a on a un plan très très bien réfléchi, Mhm. voilà, et puis tout est voilà. Non, en fait, c'est par opportunisme. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as des projets qui s'arrêtent, tu as des projets qui redémarrent, tu as des temps qui se créent, ou tu as besoin de créer des temps. Et là aussi, le fait que tu décorrèles TJM, facturation, c'est-à-dire en fait, tu factures de la valeur que tu produis. Ta valeur, tu vas la produire en 3 jours. C'est ça. Et donc, du coup, plus tu vas mettre le meilleur des. Nous, sur les projets R&D, on avait plutôt les développeurs qui étaient vraiment super forts chez nous, qui Mm. partaient, qui travaillaient sur les projets R&D. Pourquoi? Parce que les développeurs sont super forts chez nous, ils produisent énormément de valeur en peu de temps, donc ils sont capables de libérer du temps pour faire ce genre de sujet. Même si on a essayé de faire en sorte que tout le monde participe. Et tout le monde a participé, hein. Tout le monde a vraiment participé. Mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vas essayer d'avoir les meilleures ressources possibles et qui sont le plus productifs possible et qui apportent le plus de valeur possible et donc du coup qui seront capables de faire un peu comme le truc que tout le monde parle le jour Google une fois par semaine où tu es capable de travailler sur d'autres choses en fait. Et on essaie de faire ça. Ah, donc de temps en temps c'est des plages, de temps en temps on a besoin, donc on impacte un peu les projets là-dessus. On travaille toujours en équipe, donc on est toujours capable d'ajuster. Les gens sont pas ils sont jamais full time sur un projet. Full time dans son genre 5/5e absolu. Il y a toujours un peu d'attitude. C'est important parce que tu as besoin de te former, tu as besoin de te certifier, tu as besoin de travailler sur ce genre de projet. On a besoin d'améliorer notre méthodologie pour être meilleur pour les autres clients, etc. Donc c'est là où le mode régie fonctionne pas pour moi. Tu crées pas quelque chose où année après année, tu as une méthodologie qui s'améliore, tu as une façon de travailler qui s'améliore, tu as toute une technicité, un outillage, un framework qui s'améliore, etc. C'est important qu'on construise avec le temps. Tu n'es pas incité à le faire parce que ça voudrait dire que tu serais moins rentable, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Bah oui, parce que c'est à double peine. C'est-à-dire que non seulement tu dois financer euh, les gars, mais en plus tu factures pas ce temps-là. Donc du coup, c'est hyper dur. Je peux comprendre que ce soit hyper dur dans une société SS2I qui fait beaucoup de régie de manière classique. Et nous, Alors, on essaie de si bousculer je me ça, fais quoi. l'avocat du diable, je pourrais te dire qu'ils vont augmenter les TGM. Oui, mais ça limite. Les TJM, c'est le truc qui est toujours vu trop bas, en fait. C'est-à-dire, les TJM, c'est des choses qui, moi, je l'ai vu, j'ai été de l'autre côté de la barrière pendant 18 ans, donc c'est quelque chose qui bouge très peu dans le temps. C'est-à-dire, 2 ans, 3 ans plus tard, tu as du mal à faire bouger ton TJM, ce qui n'a pas de sens hein, dans le monde où on est. Il devrait bouger tout le temps. Et en plus, c'est toujours, on essaie toujours de faire baisser le prix de ton TJM, qui a un impact énorme en fait, hein, parce que quand tu baisses le prix à la journée, ça fait vite des sommes astronomiques sur une année, quoi, en fait. Donc, c'est pas trop notre approche. Puis en plus, nous, on peut faire décorréler les choses. Tu décorrèles les choses. C'est pas le développeur qui doit faire ça. C'est pas telle personne. C'est pas tel prix. C'est pas tel TJM, etc. C'est plutôt qu'est-ce qu'on apporte comme valeur. Nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que le client il soit toujours surpris de la valeur qu'on apporte et du fait qu'on dépasse ses attentes. C'est ça. Et du moment qu'on continue de dépasser nos attentes, c'est pas très grave, lui, comment on fonctionne nous. À la limite, ça lui va. On dépasse tout le temps nos attentes. C'est très très bien. Donc du coup, nous, il faut qu'on challenge autour de ça. Et pour dépasser nos attentes, il faut aussi qu'on ait ce temps d'améliorer, de faire des rex internes, de faire monter en compétence les gens en interne. On a pas mal on communique peu à l'extérieur, mais on communique beaucoup en interne. On a beaucoup de meetings techniques internes où, de temps en temps, on explique des points d'architecture, on explique comment on va améliorer notre coding et nos règles de coding, ce genre de choses. Voilà. Donc tout ça, t'en as besoin en fait pour faire en sorte que la fois d'après, quand tu dis va fonctionner ton client, il est épaté quoi. Puis franchement, c'est super bien, c'est encore mieux que ce que je m'attendais, ça fonctionne très très bien et vous avez mis moins de temps que j'imaginais quoi.
On arrive presque à la fin du podcast. J'ai préparé une nouvelle série de questions. C'est tout nouveau. Tu es le premier à inaugurer ça. Alors peut-être que je ne le ferai plus si c'est pas terrible. On verra les retours qu'on aura en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces questions. La première. Si demain, je ne te le souhaite pas, Ex Fabrica faisait faillite, par quoi commencerais-tu pour tout reconstruire? Purée. Alors, je vais te dire pourquoi je pose cette question. Ouais. Parce que récemment, je suis tombé sur un show télé américain où ils prennent des milliardaires, ils leur donnent $100, un téléphone et un vieux 4x4, un vieux pick-up, et ils leur disent, vous avez 90 jours pour créer une entreprise qui sera valorisée à au moins $1 million. Alors, nous, on a commencé avec Fabrica en signant un projet. On s'est dit, on va signer un projet ambitieux. En fait, juste avant, on avait testé le modèle, avant que Fabrica existe, on avait testé le modèle avec les 4 associés sur un vrai projet, etc. Et notre méthodologie, notre approche, notre façon de travailler ensemble, etc. Donc, on savait que ça fonctionnait. Mais on avait commencé avec Fabrica en signant un projet ambitieux. Et après, on a fait démarrer les choses derrière. Donc oui, si Ex Fabrica s'arrête demain, on redémarrera par l'aspect commercial. C'est-à-dire, c'est important d'avoir quelque chose à faire et d'avoir une projection. Ça te permet de lancer ton entreprise, d'avoir une projection pour ton entreprise. Donc pas différent de n'importe quelle startup où tu vends d'abord. Voilà, tu commences par vendre parce que quelqu'un qui t'achète, c'est quelqu'un qui a besoin de ton produit. Voilà. Donc on vend et puis après on déroule. L'avantage c'est que avec l'expérience on sait dérouler et on connaît les gens pour nous rejoindre, on a un gros réseau, etc. D'ailleurs tous les gens qui nous ont rejoints chez Fabrica, ça fait partie de notre réseau. C'est la force d'être un vieux développeur. Mais oui, on vendrait en premier. Je pense qu'on commencerait par ça. Si demain tu gagnais $1 million, qu'en ferais-tu? Ah purée. Je montrerai d'autres initiatives. Alors, moi perso, si je gagne $1 million, je pense que je fais un joli voyage. Où ça? Ah non, je sais pas. Je sais pas si. Je sais que là, j'ai un projet perso où je mets tous les mois de l'argent de côté pour quand ma fille aura vers 11 ans, 12 ans, pouvoir faire un voyage de trucs de dingue, genre la moitié du monde, quoi. Quand tu fais sur 12 ans, tu mets tous les mois. C'est quelque chose que j'ai créé à la naissance de ma fille. En même temps que j'ai fait un truc pour elle quand elle sera plus vieille. Mais tu mets une petite somme tous les mois. Ça fait qu'à la fin, tu peux avoir un budget très très sympa pour faire un voyage inoubliable. Et pile au bon moment, parce que j'imagine que quand elle aura 12 ans, c'est pile le moment où elle va kiffer d'être avec nous et profiter le maximum de choses. Et très rapidement, tu es dans l'adolescence et là, c'est pas le même délire. Voilà. Et donc du coup, je pense que peut-être que je mettrai de côté pour faire ce voyage en mode n'importe quoi. Et après, je pense que nous, je dis nous parce que les 4 associés, on est pareil. C'est pour ça qu'on a créé Fabrica. On est hyper curieux, on a 12 milliards d'idées à la minute, on a envie de faire 1 milliard de choses. C'est plutôt le temps qui nous manque et les budgets. T'as d'argent, tu peux quelque part t'acheter acheter du temps dans le sens où tu vas avoir des gens qui viennent t'aider et de lancer des initiatives en fait. Je pense qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, plein d'idées que j'aimerais faire et je pense qu'on essaierait de changer un peu le monde en fait quelque part. C'est un peu ça l'idée derrière. Donc oui, je pense que on montrerait des boîtes et on ferait des trucs cool. On échouerait et on réussirait des trucs. C'est ça qui est. Et puis ça serait un voyage de dingue. Ouais, je pense que c'est ça. Quel est le dernier achat de moins de 100 € que tu as fait et dont tu es très content? Oh purée. De moins moins de 100 €. Un achat physique, quelque chose? Ouais, par exemple. Ou numérique. Hein. Je sais pas. Tu sèches?
On passe la question? Je sais. Non, je sais pas. Les achats de moins de 100 euros, ça pourrait être. Non, je sais pas. Je me suis acheté le Blu-ray de Tenet, mais j'ai pas eu le temps de le voir, donc je peux pas te dire si je suis content d'avoir acheté. Je sais que d'un point de vue quali, ça va déchirer, etc. Sinon, moi, j'ai tendance à acheter des trucs un peu plus au-delà du quotidien, hein, de quand tu achètes des choses habituelles, on va dire, mais des choses qui sortent d'ordinaire. J'ai tendance à avoir une approche de d'acheter quelque chose potentiellement qui vaut plus cher, mais que je vais utiliser plus et qui va faire mieux en fait. J'ai toujours un raisonnement de combien ça me coûte sur le nombre d'années d'utilisation. C'est comme ça que j'ai pas peur de mettre beaucoup d'argent dans une paire d'enceintes ou dans un super piano, parce que si tu ramènes au nombre d'années, ça te coûte vachement moins cher que Netflix. Donc du coup, et donc du coup, voilà. Ma femme trouve ça un peu étrange comme attitude, mais bon, c'est comme ça. Ah, c'est logique, ça paraît logique. Oui, ça paraît logique, mais bon, à un moment donné, de temps en temps, ça fait vite des grosses sommes que. Alors moi, j'achète peu, j'économise et d'un seul coup, je claque une grosse somme pour acheter quelque chose sur un nombre d'années important. Est-ce que tu as un conseil aux jeunes générations? Il faut être curieux. C'est la curiosité la meilleure qualité qu'ils vont à développer. C'est-à-dire, il y a en plus, la nouvelle génération a un côté génial autour il y a un nombre de ressources incroyables par rapport à moi. Moi, quand je commençais à développer, tu te rends compte, je commençais vraiment à développer de manière professionnelle en 2000. Et j'ai appris le développement en 98 de manière professionnelle. Hein. Je parle même si j'en faisais quand j'étais petit. En 98, les ressources c'était horrible quoi. Avec 3 bouquins, 2 ressources en ligne, c'était n'importe quoi. Je veux dire, c'est horrible. Maintenant, entre YouTube et les podcasts, etc. Putain, mais passez votre temps sur des podcasts et sur YouTube. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut apprendre un maximum de choses. Et c'est toutes ces connexions qu'on va faire. Qui vont faire que d'un seul coup notre cerveau par défaut il va tilter sur des choses importantes et il va nous faire monter plus vite que les autres quoi. Est-ce qu'il y a une période de ta vie où justement tu n'as pas été curieux? Non, je crois pas. Non, non, ça je pense que je pourrais pas dire parce que non moi c'est l'inverse. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais à l'école, j'étais à la maison, ma mère me disait Julien, il lui faudrait des journées de 48 heures, tellement il veut faire de choses dans une journée. Et oui, moi j'ai 1 milliard de choses que je pourrais faire. Et d'ailleurs, je suis dans l'informatique, mais parce que ça me passionne, mais je pourrais faire un autre métier qui n'a rien à voir. Je veux dire, je pourrais être dans la médecine parce que c'est pareil, c'est hyper passionnant la médecine parce que il y a 1 milliard de choses à apprendre et tous les X années, il y a tout à remettre en cause, etc. Enfin voilà, non, moi j'ai un problème avec ça. C'est peut-être limite de temps en temps un défaut. Je veux dire, je peux pas m'empêcher d'aller creuser des choses et d'apprendre des nouveaux trucs et voilà. Est-ce que Ex Fabrica vous recrutez aujourd'hui et si oui, où est-ce qu'on peut retrouver les offres? Alors, oui. Nous, on n'a pas un recrutement sur mission, sur projet, etc. C'est de temps en temps, on a un super fit avec un super profil. Et on dit c'est le genre de profil qui déchirait chez nous. Donc on a du mal à avoir des offres d'emploi. On a une page Welcome to the Jungle qu'on a du mal à alimenter autour de ça parce qu'on a du mal à se mettre dans un mode où tiens on a besoin d'un développeur, on a besoin d'un archi, on a besoin d'un designer, etc. C'est plus par à un moment donné on sent que c'est important qu'on ait un PM en plus par exemple et on commence à réfléchir, etc. Mais c'est des choses qui sont mûries dans le temps en fait. Et on commence à discuter, on voit des gens dans notre réseau, on commence à rencontrer, et d'un seul coup, on a le fit avec quelqu'un qui match super bien, et on rentre, et après, on voit comment faire. Donc, on rentre les ressources avant d'avoir le projet. Et donc, si tu cherches une boîte vraiment atypique et de gens hyper passionnés et qui veulent défoncer, tu peux nous contacter. Enfin, moi, je suis sur LinkedIn. On a un site web, on a une page Welcome to the Jungle. Voilà, bon, c'est facile de nos jours hein, d'envoyer un mail, d'envoyer un message LinkedIn. C'est pas très contraignant. On cherche des profils expérimentés. En fait, j'ai dit 50 fois dans le truc, mais si t'es encore jeune,
On n'est pas encore assez mûr et pas encore capable de gérer ce genre de choses. Nous, on cherche des gens qui ont vraiment d'expérience. Mais c'est pas, on compte pas en années. Hein. Je te parle d'expérience, parce qu'on voit que l'expérience en nombre d'années, ça veut rien dire. En âge, ça veut rien dire aussi. C'est plus des gens qui sont vraiment capables de faire des trucs exceptionnels, en fait, plus que les autres. Voilà. Et c'est ce genre de profil qu'on cherche. Parle-nous des conditions de travail. Je crois que vous offrez le full remote. Je pense que c'est un argument qui peut être... Non, nous on fonctionne en full remote de base, mais là on fonctionnait en full remote avant même Covid, etc. On était 100% convaincus que le fait de faire un trajet tous les jours pour aller à un endroit et se taper le bouchon, en plus nous on est dans le sud et on se rend pas compte, même si on n'est pas à Paris, qu'on peut se taper des bouchons de dingue. Parce que tu habites à Aix, tu vas aller travailler à Marseille, tu peux te taper 1h30, 2 heures de bouchon, ça n'a pas de sens, quoi. Et donc du coup, non, nous c'est tu travailles où tu veux comme tu veux. C'est au-delà du full remote. On embauche que des gens expérimentés qui savent travailler, on les paye pas la journée. Enfin, on facture pas leur journée de travail, on facture ce qui est la capacité à livrer des choses qui déchirent. Et donc du coup, les gens ils s'organisent si tu veux. Et on a des gens qui commencent très tôt parce qu'ils préfèrent finir plus tôt. Il y a des gens qui font des grosses pauses de repas. Il y en a qui de temps en temps ont besoin de sortir parce que ils ont un rendez-vous médical, ce genre de choses. On peut commencer. Moi j'ai vu, tu avais un rendez-vous chez Ophtalmo, ça durait une demi-heure, tu posais un demi-RTT. Ça n'a pas de sens dans une entreprise normale. Je veux dire, donc tu travailles où tu veux comme tu veux. Si tu travailles dans l'open space du coin et qu'on te paye la place pour que tu puisses travailler et voir d'autres personnes et parce que tu kiffes ça, tu fais comme ça. Si tu veux travailler à la maison, tu travailles à la maison. En général, les gens ils font du mix, hein. C'est-à-dire ils font beaucoup à la maison et ils font un petit peu de temps en temps voir les autres parce que c'est bien voir les autres. La seule chose qu'on fait hyper attention, c'est que tu travailles dans les bonnes conditions. Donc les conditions de travail, on te fournit le PC le mieux que tu peux imaginer. C'est toi qui décides. Tu veux le dernier MacBook Pro à 4000 balles avec l'écran, je sais pas quoi, machin, etc. incurvé. On a quelqu'un chez nous qui a l'écran, tu sais, comme si tu mettais deux 26 pouces à un côté d'autre entre l'écran, etc. Parce qu'il kiffe de travailler comme ça. C'est très bien, moi, je veux dire. Chacun travaille avec le meilleur équipement possible. Plus on va investir dans son équipement, plus il va être efficace. Et nous, on cherche la productivité et l'efficacité. Donc tu bosses avec l'équipement que tu préfères. Et tu travailles où tu veux comme tu veux. Donc ça crée beaucoup de simplicité et de souplesse. Après, on a plein de conditions sympas. On prend en charge un mutuel à 100%. On essaie on a une grille de salaire. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les salaires sont pas masqués, mode machin, etc. Ils sont plutôt assez connus dans l'entreprise. Et en gros, tu sais à peu près qui gagne combien, sur quelle fourchette il est, en fait. Et tu sais que tu peux progresser. On fait des vrais entretiens qui servent à quelque chose pour te faire progresser. On n'a pas peur de te faire progresser. On essaie de te payer correctement par rapport au marché. Et on n'a pas peur de remettre en cause ton salaire, etc. Enfin voilà, je veux dire. Nous, on a quand même des gens qui nous ont rejoints, ou nous ont fait une proposition, et on a dit non, ça va pas, on leur a fait une proposition plus élevée. Ils n'étaient pas dingueries, quoi. Donc ils viennent nous voir, ils disent je sais pas, je dis n'importe quoi, je veux 42, nous dans la grille c'est 44, on dit ah non, ça sera 44, je suis désolé. Hein. En général ils acceptent. Ouais, ils sont plutôt contents. Et voilà, donc voilà, non, on essaie de faire une entreprise où même si on est une SS2I, les gens ils vont y rester pour essayer de construire quelque chose dans le temps. Et voilà. On mettra bien entendu tous les liens en description. Donc tu m'as dit ton LinkedIn, Welcome to the Jungle, et la page LinkedIn de Exfabrica. Il y a une page LinkedIn d'Exfabrica, il y a un site web Exfabrica, exfabrica.io. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Merci. Passé un super moment.